Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, au regard de nombreuses interrogations et questionnements, face à tant d'incertitudes et de confusions entretenues au sein de l'opinion nationale congolaise sur les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle, au vu de tant de spéculations et de versions contradictoires qui alimentent la controverse, il m'appartient en tant que citoyen, certes parmi tant d'autres, versé dans l'apprentissage constant du droit national congolais et rompu tant soit peu à la pratique et à la technicité du droit international, de fournir humblement ma contribution d'homme, de science, à mes compatriotes, à la communauté nationale congolaise, à la communauté internationale, sur les points de droit controversés au sujet des textes en vigueur sur l'éligibilité à l'élection présidentielle. Concernant la condition de nationalité, l'article 72 de la Constitution de la République démocratique du Congo décrète que nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après. Je cite, « posséder la nationalité congolaise d'origine ». Il va de soi qu'en vertu de l'article 10 de la Constitution de notre pays, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. S'agissant des Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise et qui veulent la recouvrer afin de solliciter le suffrage à l'élection présidentielle, la loi opère clairement une distinction entre les Congolais d'origine et les Congolais par acquisition. Ces derniers, contrairement aux Congolais d'origine étrangère, qui acquiert la nationalité par acquisition, l'article 32 de la loi portant code de nationalité en République démocratique du Congo dispose, je cite, « Tout Congolais d'origine qui a perdu sa nationalité peut la recouvrer par simple déclaration. » Il s'agit là d'un droit subjectif incontestable, d'une volonté du législateur congolais de ne pas perdre définitivement les liens avec les Congolais d'origine partis dans d'autres contrées et qui, à un moment, auront exprimé la volonté de recouvrer les liens de rattachement national avec leur pays d'origine, le Congo, leur mère patrie. Une fois la nationalité recouvrée, du mot latin récupérare, ces Congolais d'origine récupèrent leur nationalité. Ils sont donc ainsi, d'un point de vue juridique, replacés dans leur pristine état, pour ainsi dire, redeviennent Congolais d'origine et peuvent donc, à ce titre, prétendre à la magistrature suprême. Deuxième point, sur les conflits d'intérêts entre deux candidatures des personnes appartenant à une même formation politique. Participer à la gestion de la chose publique est un droit fondamental, reconnu non seulement par la législation nationale congolaise, mais aussi par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 25, la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple en son article 13. Ces textes juridiques consacrent le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays
de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques au suffrage universel. Dans un arrêt du 14 juin 2013, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples a, dans une jurisprudence constante, affirmé que toute loi nationale qui exige du citoyen d'être membre d'un parti politique avant de se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales est une mesure inutile qui porte atteinte au droit du citoyen de participer activement à la vie politique et constitue donc une violation d'un droit consacré. Il en résulte que le droit à l'éligibilité est rattaché à l'individu lui-même et non pas au parti politique ou au regroupement politique auquel il appartient. Toutefois, s'agissant notamment d'un scrutin uninominal, comme c'est le cas pour la présidentielle, un parti politique, un regroupement politique, ne peut pas présenter deux listes parallèles dans une circonscription électorale pour un même niveau de scrutin. C'est ce qui résulte de l'article 15 de la loi électorale. Il en résulte, à notre estime, du point de vue d'une analyse purement doctrinale, que si une personnalité, quoique membre d'un parti politique, sollicite le suffrage sur une liste qui n'est pas celle de sa formation politique, sa candidature ne peut pas être invalidée au seul motif que son parti politique aurait présenté un autre candidat sur une liste parallèle pour la même élection. Toutefois, il convient de souligner que, contrairement à notre point de vue sur le sujet, la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux en matière électorale en République démocratique du Congo, telle qu'elle s'est dégagée depuis plus d'une décennie, considère que choisir de se porter candidat parallèlement au candidat présenté par son parti, cette personne doit apporter la preuve de sa démission préalable du parti, l'accuser de réception de sa lettre de démission extemporée faisant foi, sur l'obligation de payer préalablement une caution sur le compte du Trésor. Le candidat à l'élection présidentielle doit, au moment où il fait acte de candidature, verser une caution sur le compte du Trésor en produisant un récépissé de paiement de frais de dépôt de candidature non remboursables de 160 millions de francs congolais. C'est ce qui résulte de l'article 104 de la loi électorale en République démocratique du Congo. S'agissant d'une condition préalable à la présentation de la candidature, le défaut de production de la preuve de paiement devrait en principe entraîner le refus d'enregistrement pour dossier incomplet au moment du dépôt de pièces au bureau de réception et de traitement des candidatures. En principe, un tel dossier incomplet ne devrait même pas prospérer jusqu'à être appelé à la Cour constitutionnelle. Toutefois, nous exprimons notre inquiétude face à une disposition de la loi qui semble porter atteinte à des conventions internationales déjà évoquées dans cet exposé et dûment ratifiées par la République démocratique du Congo, qui consacre un droit subjectif à tout citoyen de participer à la gestion de la cité. La caution de 100 000 $ ou 160 millions de francs congolais n'est-elle pas excessive compte tenu du coût de la vie et du pouvoir d'achat au regard du salaire moyen d'un professeur d'université en République démocratique du Congo? Faut-il constater que le suffrage censitaire, qui n'est réservé la gestion du pays qu'aux seules personnes fortunées, aux dépens de ceux qui revêtent la toge
de la connaissance et de la science a déjà été aboli dans d'autres démocraties. Notre plaidoyer est pour l'instauration au Congo d'une conception du suffrage universel qui réponde aux exigences de la modernité et des droits de l'homme. Enfin, sur l'inéligibilité pour condamnation du chef de corruption, je tiens à signaler d'emblée que je ne me suis jamais porté candidat aux élections en cours en République démocratique du Congo. C'est un choix libre que j'ai opéré après une lecture minutieuse de la Constitution en vigueur dans notre pays et un examen circonstancié des cas d'inéligibilité prévus à l'article 10 de la loi électorale. Il va de soi que la question s'était posée au regard de deux circonscriptions en ce qui me concerne. Premièrement, dans la province du Haut-Lomami, territoire de Malemba-Nkulu, où il a été clairement démontré que c'est mon père dont je porte le nom qui est candidat à la députation nationale dans sa contrée natale. Pour ce qui est de la députation provinciale à Lubumbashi, je n'y ai jamais fait acte des candidatures à quelque titre que ce soit. Cela est d'autant plus évident que je n'ai jamais signé une quelconque déclaration de candidature, tout comme je n'ai jamais signé un document de consentement à mon investiture comme candidat titulaire ou suppléant. Ce sont là les deux documents sans lesquels il n'y a pas de candidature. Cela ressort clairement des articles 104 et 105 de la loi électorale. Il ne me reste plus qu'à constater à charge de tiers soit une faute lourde, soit une usurpation de mon identité à des fins non encore élucidées. Pour ma part, je m'étais refusé de me retrouver au cœur d'une profonde controverse doctrinale sur l'interprétation de la notion de corruption visée dans la loi électorale au regard du jugement de culpabilité prononcé à mon encontre le 8 mars dernier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Il faut rappeler à cet égard que tous les avis techniques que je livre sur la question resteront strictement limités aux informations juridiques ou aux jugements disponibles pour le public sur Internet, notamment dans les sites des juridictions internationales, mais sans jamais violer les secrets ni dévoiler les confidences reçues en raison de ma qualité d'avocat ou à l'occasion de l'exercice de la profession. En définitive, maintenant que la Cour constitutionnelle vient par son arrêt de vider la controverse sur le point de droit querellé au sujet de l'interprétation de l'article 10 de la loi électorale, sous réserve de voies de recours éventuelles, il appartient à tous les Congolais, à tous les acteurs épris de justice, à tous les défenseurs de la démocratie, à tous les hommes d'État, à tous les hommes de droit, et particulièrement à nous, praticiens du droit, d'accorder tous les égards dus à cette vérité judiciaire. Je vous remercie. Certains juristes ont considéré qu'il fallait faire une différence entre, d'un point de vue technique, l'infraction de corruption avec l'infraction de subornation de témoins. Certains autres ont considéré que dans la mesure où le code pénal congolais définit la corruption dans un sens tel que les charges et les chefs de corruption se retrouvent intégrés aussi dans la subornation de témoins, d'autres ont considéré qu'il fallait interpréter les dispositions
des conventions internationales qui ont été ratifiées par la République démocratique du Congo et qui font donc partie aujourd'hui de l'arsenal juridique congolais, notamment la Charte des Nations Unies contre la corruption, notamment aussi la Charte africaine contre la corruption qui, dans l'énumération de l'infraction de corruption, intégrait aussi le fait de porter atteinte à l'administration de la justice en remettant des avantages ou de l'argent, notamment à des témoins. L'autre question qui s'était posée, c'était celle de savoir, mais tout compte fait, comment interpréter le terme condamné? Vous parlez de Jean-Pierre Bemba, mais c'est un cas qui me concerne aussi. Au niveau du droit congolais, dans un procès pénal, il n'existe qu'un seul jugement qui vous dit en même temps que votre responsabilité pénale est engagée pour des faits infractionnels et vous inflige directement la peine. Mais le problème ici, c'est qu'il fallait trouver le correspondant de cette condamnation en droit anglo-saxon qui est applicable à la Cour pénale internationale. Et la difficulté, c'est que devant la Cour pénale internationale, c'est toujours soit un seul jugement si la personne est acquittée. Par contre, lorsque la personne est reconnue coupable, à ce moment-là, il y a toujours deux jugements distincts. Un jugement de culpabilité et un autre jugement sur la peine. Et donc la question était de savoir, mais finalement, quand la loi électorale, dans son article 10, parle de l'inéligibilité des personnes condamnées pour corruption, faut-il se limiter à constater que le simple fait d'avoir un jugement sur la culpabilité veut dire que l'on est condamné au sens de la loi électorale, ou faut-il attendre le jugement sur la peine, c'est-à-dire ce jugement qui va dire je vous inflige 500 $ ou 100 000 $ d'amende, que je vous inflige 6 mois de prison ou 5 ans de prison. Les juristes étaient divisés. La difficulté aussi, c'est que en République démocratique du Congo, vous pouvez parcourir toutes les bibliothèques, eh bien, aucun ouvrage n'a été rédigé sur la question. Alors que la loi électorale date déjà de 2006. Donc on aurait pu s'attendre qu'après une décennie, que les professeurs d'université, dans nos grandes universités au Congo, aient pu, si pas rédiger un ouvrage, mais ne fût-ce que préparer un article savant sur la question, mais rien du tout. Il fallait aussi interroger la jurisprudence. Est-ce qu'on a déjà eu des cas similaires dans nos cours et tribunaux pour saisir l'interprétation de cette notion de corruption? Rien du tout. Et donc ça faisait que l'opinion des juristes, des experts était véritablement divisée parce qu'il y avait une controverse. Cette controverse vient d'être résolue par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a considéré qu'il suffit simplement de se limiter à la définition de la corruption telle que c'est prévu dans des conventions internationales qui ont été ratifiées par le Congo et qui inclut le fait de suborner un témoin au moyen de l'argent. La même Cour constitutionnelle a aussi considéré que il suffit simplement de constater que le jugement de culpabilité a définitivement établi a définitivement déclaré coupable l'accusé pour le fait de corruption de témoins. Alors moi, en tant que juriste, mon devoir, c'est d'abord de réserver tous les égards, tout le respect dû aux cours et tribunaux. Et donc, de ce point de vue, en tant qu'homme de droit, en tant que légaliste, respectueux de la démocratie et de l'état de droit, je ne peux que m'incliner devant cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui est quand même la plus haute cour dans notre pays à gérer les questions de contentieux électoral. En tout cas, c'est la vérité judiciaire. D'un point de vue purement objectif, il faut savoir que nous allons comparaître devant la chambre de première instance, qui est là pour appliquer l'arrêt de renvoi qui a été rendu le 8 mars par la chambre d'appel.
la chambre d'appel avait annulé les peines qui avaient été infligées, a renvoyé devant la chambre de première instance pour reprendre une nouvelle peine. Maintenant, il faut reconnaître qu'entre-temps, il s'est quand même produit un élément nouveau, c'est-à-dire il y a eu un acquittement partiel de Jean-Pierre Bemba et de tous les accusés, y compris moi-même. Nous avons été acquittés partiellement d'un certain nombre de chefs d'accusation. Malheureusement, les chefs d'accusation de corruption ont quand même été retenus, en tout cas de subornation de témoins, du chef d'avoir remis de l'argent à des témoins. Alors, le rôle d'un point de vue juridique de la chambre de première instance qui statue comme chambre de renvoi, c'est de s'en tenir scrupuleusement au terme de l'arrêt de la chambre d'appel qui avait renvoyé le dossier en première instance pour reprendre une nouvelle peine. Donc ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'une nouvelle peine sera fixée, aussi bien en ce qui concerne l'amende qu'en ce qui concerne l'emprisonnement éventuel. On peut s'attendre heureusement à probablement une diminution du taux de la peine, mais en ce qui concerne la culpabilité elle-même, le fait d'avoir été reconnu coupable de subornation de témoins, cette question ne sera même pas touchée par la chambre de première instance parce qu'elle est une chambre de renvoi limitée dans les cas d'espèce à se prononcer sur quelle peine appliquer. J'ai pris connaissance des folles rumeurs faisant état d'une trahison du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je voudrais ici clarifier les choses. Le contrat qui m'a lié à Jean-Pierre Bemba depuis l'année 2008 était un contrat judiciaire. L'avocat assume la défense de son client pour la manifestation de la vérité. Il exerce son ministère en toute indépendance. Et donc, de ce point de vue, j'ai travaillé dans ce dossier et je me réjouis de constater que c'est sur la base des témoins que j'avais moi-même comme avocat recruté que Jean-Pierre Bemba a été définitivement acquitté des accusations de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Quant à le contrat judiciaire qui me liait à Jean-Pierre Bemba a pris fin. La seule obligation qui me reste aujourd'hui, c'est d'observer le devoir de secret professionnel. Il s'agit donc pour moi de ne pas divulguer les secrets ainsi que les confidences que j'ai pu recueillir, que ce soit de Jean-Pierre Bemba ou des tierces personnes agissant pour son compte dans les cadres de la défense. Jusqu'à ce jour, tout ce que j'ai pu émettre comme opinion était uniquement circonscrite à des avis d'ordre juridique qui portaient d'ailleurs sur des informations qui sont disponibles à la portée du grand public. Il faut savoir que la Cour pénale internationale a un site internet qui reprend toute la procédure, toutes les audiences publiques ainsi que tous les jugements qui sont rendus. S'agissant essentiellement du dossier subornation de témoins, il faut savoir que dans ce dossier, je ne suis pas l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Je suis moi-même un accusé, un co-accusé dans ce dossier. Et donc, à ce titre-là, tout en respectant le devoir des confidentialités, parce qu'il existe beaucoup de documents confidentiels, il y a eu beaucoup d'audiences confidentielles dans ce dossier, dont je ne pourrai jamais dévoiler les secrets. Mais donner un point de vue juridique par rapport à une question qui m'est posée par vous, les hommes de la presse, qui participez aussi au jeu démocratique en divulguant, en vulgarisant toute forme d'information qui intéresse la gestion de la cité, y compris lorsque l'on m'interroge pour commenter les règles de la Constitution et de la loi électorale sur l'éligibilité, que ce soit
à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, j'ai pu donner ma part, parce qu'il me semble que c'était aussi un devoir pour moi que d'éclairer l'opinion face à des versions parfois contradictoires et à de nombreuses controverses. J'en profite pour signaler que je n'ai jamais été membre du MLC. Jean-Pierre Bemba, je l'ai rencontré pour la première fois à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. Avant ce jour-là, je n'avais aucune relation avec lui. Je ne connaissais même pas qui étaient ses collaborateurs parce que j'évoluais depuis près de 10 ans comme avocat au barreau de Bruxelles. Tout ce que je savais de lui, c'est que nous avions en République démocratique du Congo un ancien vice-président devenu sénateur qui s'appelait Jean-Pierre Bemba Gombo. En dehors de cela, je n'avais donc aucune relation. Il n'y a pas ici de trahison. Je n'ai jamais eu de pacte politique avec Jean-Pierre Bemba, pour qui d'ailleurs j'ai toujours entretenu d'excellentes relations. Les points de vue que j'ai pu donner, s'ils ont pu politiquement être interprétés par certains comme étant nuisibles, c'est en tout cas le droit que j'ai dit, parce que le droit est intemporel, que le droit ne se manipule pas en fonction des intérêts politiques du moment. Et il me semble que c'est important que dans notre pays, qu'il y ait des débats d'idées sur les enjeux de notre société. Et le Congo aujourd'hui est en train de traverser un grand tournant de son histoire, parce qu'il s'agit pour la première fois d'un chef d'État en exercice qui se retient de ne pas déposer sa candidature, qui s'engage de prêter main forte à une institution d'appui à la démocratie chargée d'organiser les élections. Il est donc important que tous les candidats, d'où qu'ils viennent, puissent avoir la possibilité, conformément au droit international, de pouvoir participer à la gestion du pays, mais dans les conditions qui sont prévues par la loi électorale. Et à cet égard, je n'ai jamais, en ce qui me concerne, décrété l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba. À chaque fois, j'ai dit qu'il appartiendra seul au juge du contentieux électoral de se prononcer là-dessus. La Cour constitutionnelle, qui est ce juge du contentieux électoral, vient de se prononcer. Il nous appartient aujourd'hui de constater qu'il s'agit d'une vérité judiciaire qui nous oblige de le respecter. Je voudrais d'abord vous confirmer qu'au moment où nous parlons, je suis avocat inscrit au barreau de Bruxelles depuis presque 20 ans. Et je le suis toujours. Alors, il faut dire que, en ce qui concerne ce fameux dossier de subornation de témoins, je me suis toujours prononcé pour dire que nous avions effectivement remis de l'argent aux témoins. Mais nous l'avions fait exactement comme le bureau du procureur le fait à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que lorsqu'il faut rencontrer de témoins dans un pays étranger, les faire déplacer d'une ville à l'autre, parfois d'un pays à l'autre, pour des séjours qui peuvent aller jusqu'à 10 jours. Il est de pratique courante, c'est d'ailleurs prévu dans le règlement de procédure et des preuves, et même dans le règlement du greffe, de payer les frais des billets d'avion des témoins, d'assurer leur logement dans un hôtel décent et d'assurer aussi, bien entendu, leurs frais de subsistance durant leur séjour dans les cadres de rencontres qui se faisaient lorsque je menais les enquêtes de la défense de Jean-Pierre Bemba. Et donc j'ai toujours plaidé qu'il ne s'agissait pas de corruption, mais il s'agissait de couvrir des frais. Il s'est fait que, malheureusement, dans le cas d'espèce, certains témoins, plutôt que d'affecter 1000 $, qui leur étaient remis pour 10 jours, résider dans un hôtel. Lorsque, étant moi-même à Brazzaville, je réside à l'hôtel Michael, où l'on paye à peu près 250 € par jour de séjour, d'hébergement, et que je considère qu'un témoin
peut bénéficier d'une allocation de 100 $ par jour pour pouvoir s'offrir un logement décent. Et que par la suite, je découvre que plutôt que de se loger dans ce logement décent, il a choisi d'aller se loger dans une zone périphérique qui ne remplisse pas, en tout cas, les conditions de sécurité telles que aucun fonctionnaire des Nations Unies, aucun fonctionnaire de la Cour pénale internationale n'accepterait d'être logé là-bas. C'est d'ailleurs interdit. Alors, de là, extrapoler pour parler de corruption, nous avons toujours dit non. S'il y a eu corruption dans le dossier, nous avons été très clairs là-dessus, c'est le bureau du procureur qui remettait des sommes d'argent sans commune mesure avec ce que nous remettions aux témoins dans le cadre de ce dossier. Je n'ai pas été suivi malheureusement par la Cour pénale internationale qui a prononcé son verdict. D'un point de vue de l'ordre des avocats, en tout cas à Bruxelles, il faut savoir que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. À ce moment-là, c'est le Conseil de l'ordre qui, à ce moment-là, apprécie ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour ma part, et c'est un cas unique dans le monde, j'ai eu comme témoin de moralité plusieurs bâtonniers venus du barreau de Bruxelles, que ce soit du barreau de l'ordre francophone ou de l'ordre néerlandophone, qui me connaissent personnellement, avec qui j'ai échangé. J'ai eu le soutien du président du barreau pénal international, qui avait d'ailleurs dénoncé l'injustice que je subissais. J'ai eu le soutien de l'Union internationale des avocats, j'ai eu le soutien d'Avocats sans frontières. Eh bien, je suis un avocat, je suis un homme de droit, je suis un légaliste, je suis en contact permanent avec le Conseil de l'ordre du barreau de Bruxelles. Eh bien, je voudrais d'abord souligner concernant la première question que la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo dispose d'un délai de 7 jours pour rendre son arrêt dès qu'elle est saisie d'un recours d'un candidat à la candidature pour l'élection présidentielle qui a été invalidé par la CENI. Je pense que les résultats de la CENI ont été publiés à peu près, si je ne m'abuse, le 28 août. Et donc les délais étaient suffisamment courts, de sorte que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas attendre jusqu'au 17 septembre, me semble-t-il. Deuxième chose à ce sujet, la véritable question n'était même pas celle des délais dans lesquels, ou en déant lesquels la Cour constitutionnelle devait rendre son arrêt. C'était vraiment de savoir, est-ce que dans la mesure où, dans ce dossier à la haie qui nous concerne, il existe deux jugements distincts. Un jugement qui est devenu définitif en appel, c'est le jugement 2275 du 8 mars 2018 qui a été rendu par la Chambre d'appel et qui a établi la culpabilité. Mais de l'autre côté, nous avons un autre jugement du même jour, du 8 mars, le jugement 2276. Il s'agit plutôt de l'arrêt du 2276 du 8 mars 2018 qui a annulé les peines. Donc la question à laquelle la Cour constitutionnelle devait répondre, c'est juste de savoir, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu condamnation dès lors que les peines ont été annulées, ou est-ce que d'un point de vue juridique, il suffisait simplement de se limiter au fait que la Chambre d'appel a déjà définitivement déclaré coupables les accusés. Et le choix qui a été fait d'un point de vue de la jurisprudence que nous attendions tous pour savoir quelle allait être la direction de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a considéré que l'équivalent de la condamnation dont nous parlons en droit congolais, lorsqu'il faut le transposer en droit anglo-saxon, donc le droit de la CPI, il fallait simplement constater que le fait que déjà une personne est reconnue définitivement coupable d'une infraction par la Cour pénale internationale, il s'agit là que la condition de condamnation est déjà remplie et que le fait que le jugement de la peine n'est là que pour déterminer le taux de la peine à appliquer ne peut en rien énerver le jugement de culpabilité. Voilà, en tout cas, c'est une position
qui a été exprimé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle et je ne peux que pour ma part prendre acte de cela. Deuxième question, en ce qui concerne le candidat que vous aviez cité, même si je ne souhaite pas personnaliser mon intervention à des cas d'espèce de chacun, je voudrais simplement souligner que les textes internationaux sont très clairs. Toute personne a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays comme candidat, droit d'être élu, donc de se présenter notamment au suffrage pour l'élection présidentielle. Et ce droit est un droit personnel qui est rattaché à la personne. Ce n'est pas un droit qui appartient à un parti politique. Donc si moi aujourd'hui, et c'est ça mon interprétation d'un point de vue juridique, je suis dans un parti politique, je décide de me présenter candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, on ne peut pas m'empêcher d'être candidat au seul motif que mon parti politique aurait aussi aligné parallèlement un autre candidat pour la même élection. Ça me paraît en tout cas évident. Maintenant, ça c'est une interprétation que je fais comme juriste, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Mais il faut reconnaître que la jurisprudence est toujours au-dessus de la doctrine. La jurisprudence, c'est la pensée qui est exprimée par une décision de justice. Et là, la Cour constitutionnelle, elle, a levé une autre option, qui est d'ailleurs une option qui n'a pas seulement été levée par la Cour constitutionnelle, mais qui a aussi été levée par les différentes cours administratives d'appel à travers la République, dans les cadres des contentieux notamment pour les provinciales, et qui ont considéré que si vous êtes membre d'un parti politique, eh bien, vous ne pouvez exercer votre droit à l'éligibilité à titre personnel que si vous aviez au préalable, vous avez démissionné, vous vous êtes désengagé de votre parti politique. Alors maintenant, la question de savoir est-ce que le candidat dont vous avez parlé s'est réellement désengagé, je ne suis pas en mesure d'y répondre parce que pour y répondre, il y a deux conditions. Premièrement, nous devons disposer des statuts ainsi que du règlement d'ordre intérieur de son parti politique pour voir la procédure par laquelle on peut être désengagé de ce parti politique-là. Et puis deuxièmement, il faut voir aussi les pièces qui accompagnent, les soubassements. Y a-t-il eu un document qui a été adressé à l'autorité compétente au sein de la formation politique pour se désengager? Ça a été déposé par quelle voie? Est-ce que c'était par porteur, avec accusé de réception de la personne compétente pour accuser réception? Est-ce que ça a été fait par voie d'huissier de justice? Eh bien, tout ceci fait partie d'un certain nombre de questions auxquelles il est difficile de répondre pour le cas d'espèce, mais en tout cas, je reste bien sur le principe, le droit de chacun, quel que soit le point de vue de son parti politique, de se présenter à n'importe quel niveau de scrutin. Merci beaucoup. Concernant votre dernière question, je voudrais signaler que la cause de mon ancien client Jean-Pierre Bemba n'est plus pendante devant la Cour pénale internationale. Elle a été définitivement jugée et vidée par une décision d'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba pour les faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai plus aucun contrat judiciaire, je n'ai plus de relation de client à avocat avec Jean-Pierre Bemba. Alors, si vous parlez des interventions que j'ai données en ce qui concerne l'interprétation de la notion de corruption au regard du jugement sur la subornation de témoins, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une cause qui me concerne aussi, pas comme avocat, mais comme simple citoyen justiciable de la Cour pénale internationale, au même titre que Jean-Pierre Bemba, que d'autres personnes. Et donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas eu non plus à avoir des propos, des natures à remettre en question le dossier dans lequel j'ai défendu avec beaucoup de dévouement la défense de Jean-Pierre Bemba, dont j'ai toujours été convaincu de l'innocence. Les points de vue que j'ai émis sont des points de vue strictement
juridique. Et de ce point de vue, si cela a pu frustrer, certainement que lorsque on émet un point de vue, ça peut contenter ou déplaire. Aujourd'hui, vous m'avez posé toute une série de questions sur divers candidats. Il y a des points de vue que j'émets qui, de toute évidence, ne correspondent pas au point de vue ni de la CENI, ni de la majorité présidentielle, peut-être même pas de la Cour constitutionnelle. C'est un point de vue indépendant d'un juriste qui, rompu en tout cas aux pratiques du droit international, j'ai toujours été dans un apprentissage constant du droit national congolais. Et donc, c'est des points de vue que je peux émettre. Et je pense que dans un débat contradictoire au niveau de notre pays, il n'est pas étonnant que de points de vue ne puissent pas nécessairement, à tous les niveaux, s'émarier. C'est pour cela d'ailleurs que l'on parle de la controverse, parce qu'il s'agit d'un cas nouveau. Nous n'avions aucune jurisprudence, nous n'avions aucun texte, aucun ouvrage là-dessus, nous n'avions pas d'article savant sur cette question, donc il fallait bien que chacun donne des arguments objectifs, détachés des considérations purement politiques. Je voudrais vous dire ceci. Je me prononce aujourd'hui en ma qualité d'avocat et d'expert en questions politico-juridiques. Il est donc important de s'en tenir à cela. Mais puisque vous extrapolez, je peux simplement vous dire qu'en ce qui me concerne, lorsque j'ai signé la charte du FCC, je l'ai fait comme politique, mais avec mon âme de juriste, de praticien, de serviteur du droit. J'ai entendu une certitude, un certain nombre d'éléments qui m'indiquaient que la Constitution, en ce qui concerne la limitation de mandat du président de la République, ne sera jamais violée. Et c'était très clair dans toutes mes interventions. Le président de la République est élu pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. S'il s'était avéré que le président de la République, en exercice, avait par hypothèse déposé sa candidature, à ce moment-là, j'aurais simplement considéré que le pacte républicain qui a été signé pour ma part au FCC était rompu, suivant d'ailleurs un principe d'une exécution des contrats par l'autre partie. Mais de ce point de vue, je constate que, en termes purement démocratiques, les élections sont en train d'être organisées, les arrêts sont en train d'être rendus sur le contentieux électoral. Je n'ai pas compétence pour me prononcer d'autorité sur un arrêt de la Cour qui a autorité de choses jugées. Et j'accorde une grande importance au droit de l'homme, qui est aussi ce droit de tout citoyen de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national et même à l'élection présidentielle. Et donc de ce point de vue-là, je ne pouvais d'ailleurs pas, en ce qui me concerne, imaginer un seul instant, comme je l'ai entendu parfois dire, que j'aurais été validé alors que mon client Jean-Pierre Bemba, dans le cadre du même dossier de la CPI, aurait été invalidé. Pour moi, ça aurait été totalement inadmissible. D'un point de vue juridique, je ne peux pas admettre une forme de discrimination. Je pense qu'il faut que le droit se dise. Pour ma part, je me dis simplement qu'une décision de justice a été rendue au niveau de la Cour constitutionnelle. Il appartiendra notamment à chaque candidat qui est lésé de pouvoir réfléchir avec ses avocats sur les possibilités éventuelles d'engager un certain nombre de diligences ou d'initiatives juridiques ou judiciaires quant à ce. Je voudrais d'abord préciser que j'ai conjugué ma phrase au passé composé. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec Jean-Pierre Bemba. Il va de soi que la dernière fois que nous nous sommes aperçus, c'est lorsque le jugement de son acquittement a été rendu par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. J'avais pris expressément l'avion pour aller assister
à se prononcer parce qu'il s'agit finalement de l'aboutissement de tant d'efforts que j'ai consacrés durant tant d'années de ma vie et qui m'ont coûté aussi presque une année de prison. Mais il ne m'appartient pas, dès lors que, au moment où nous parlons, je ne suis plus en contrat judiciaire avec Jean-Pierre Bemba, il ne m'appartient pas de lui donner mes points de vue juridiques sur telle ou telle question. Il appartient à lui-même de faire le choix des personnalités du monde juridique qui peuvent le conseiller. S'il m'avait posé la question, je lui aurais effectivement dit ce que j'en pense. Eh bien, je ne veux pas ici donner une consultation juridique, mais il faut savoir que si vous scrutez les derniers arrêts qui ont été rendus par la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple, vous verrez qu'il y a un arrêt qui a été rendu en 2013. Ça concernait justement un candidat qui avait été invalidé en Tanzanie, qui a saisi cette cour, et la cour lui avait donné gain de cause contre son pays, contre l'équivalent de leur CENI. Et donc, il existe plusieurs autres initiatives au niveau international d'un point de vue judiciaire, mais il ne m'appartient pas ici de commencer à livrer des consultations juridiques dans le cadre de cet entretien. Vous et moi n'avons pas parlé de mon candidat. J'imagine que vous parlez de l'élection présidentielle. Oui. En ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est clair que je suis aligné en soutien au candidat qui a été choisi par le FCC, Emmanuel Shadary. Ce n'est un secret pour personne. Lorsque l'on s'engage pour battre campagne pour une élection d'un tel niveau, c'est nécessairement pour gagner. Mais il est important que ces élections se déroulent dans le respect des règles d'éthique, des règles de bonne conduite, dans un climat apaisé et surtout dans le respect de la Constitution et de la loi électorale. Et il appartiendra seul au peuple congolais de choisir ses représentants, que ce soit au niveau provincial, national ou à l'élection présidentielle. Et personne, mais alors personne, ne peut s'insurger contre le candidat qui sera élu par le peuple congolais, d'où qu'il vienne. Vous savez très bien que notre Constitution prévoit qu'aucune portion du peuple, aucune fraction du peuple congolais ne peut confisquer l'exercice de la souveraineté. Cette souveraineté se fait à travers des élections. Il faudrait, et là c'est une interpellation à la CENI, qui a la compétence constitutionnelle de gérer en toute indépendance le processus électoral et de gérer toutes les questions de dépouillement, eh bien, nous demandons à la CENI de rester très vigilant et de respecter strictement les règles qui lui incombent en vertu de la Constitution et de la loi électorale.